Merci beaucoup à tous d'être présents pour ce sujet ESG, qui est un sujet extrêmement important. J'ai entendu qu'il avait été un peu abordé dans les tables rondes précédentes, et donc je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On va se concentrer dessus aujourd'hui avec des fintechs de l'environnement financier qui se concentrent sur le sujet de l'ESG, et on va essayer de comprendre à la fois quelle est la valeur qu'elles apportent, comment elles peuvent répondre à des besoins clients concrets, et puis comment est-ce qu'elles naviguent cet environnement réglementaire qui est complexe et en perpétuel mouvement. Donc ma première question, peut-être, elle va être pour Quentin. Quentin, ah oui, peut-être si vous avez un micro. Un, deux. Allô. Donc ma première question, c'est quel est finalement, à quel besoin client vous répondez, quelle est la proposition de valeur que vous avez, à quel niveau de la chaîne de valeur vous allez venir vous intégrer, et comment est-ce que vous allez vous intégrer dans les processus métiers et les contraintes réglementaires de vos clients. Parfait. D'abord, un tout grand merci à tout le monde pour d'être ici et de nous écouter. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu Rodolphe ce matin, donc, pour vous donner un peu de contexte sur Clarity, donc Clarity, c'est une plateforme technologique qui a été créée en 2017 et on est sur le marché depuis plus ou moins 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, on a des investisseurs minoritaires comme BlackRock, SoftBank et Deutsche Börse. Alors, notre proposition de valeur est d'avoir une solution entre guillemets end-to-end pour nos clients. Nos clients vont être des asset managers, des asset owners et des wealth managers ou des banques privées. Pour offrir cette solution end-to-end, on va se focaliser sur 3 gros piliers. Le premier, c'est des données de très grande qualité et une couverture très importante. Pour pouvoir obtenir cette couverture et ces données, on va vraiment travailler avec une grande quantité de ce qu'on appelle data providers d'un côté, ou bien des données qu'on va aller récolter nous-mêmes ou qu'on va aller travailler nous-mêmes. Donc ça va être vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'on va offrir une vision très holistique à nos clients. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle des modules. Chaque module va pouvoir répondre à une stratégie ESG en particulier. Donc, on va avoir des modules sur le risque, des modules sur le climat, l'impact et j'en parlerai un petit peu plus tard, sur la partie réglementation aussi, SFDR et taxonomie européenne. Alors, pour les cas d'utilisation et ce que font nos clients avec notre solution, donc comme j'ai dit, un des gros avantages de Clarity, c'est qu'ils peuvent vraiment travailler sur beaucoup de cas d'utilisation différents. Donc, par exemple, en se connectant sur Clarity, ils vont pouvoir aller dans une partie qu'on appelle le screener pour créer des portefeuilles. Donc là, ça va vraiment scanner la base de données complète pour identifier ou bien des sociétés, ou bien des gouvernements, ou bien des fonds, suivant leurs critères et suivant les différents modules que l'on a. Une fois que le portefeuille a été créé, ils peuvent analyser ce portefeuille directement ou bien dans notre plateforme SaaS qui est accessible directement sur Internet, ou bien via des intégrations qu'on a. Par exemple, on a intégré avec la plateforme Manhouse. Et les clients peuvent aussi, par exemple, créer des rapports très facilement. Donc, charger un portefeuille, créer un rapport en utilisant Clarity, un rapport sur un portefeuille qui peut être de multi-assets, donc de l'equity, fixed income, des fonds, ça prend 1 minute 30. Donc voilà. Merci beaucoup. On comprend effectivement que votre offre elle est assez large sur le spectre et la chaîne de valeur de vos clients. Vous avez mentionné les providers de données qui sont importants dans votre modèle aussi. Du coup, je pense que ça peut être intéressant de donner la parole à Mathieu pour vous poser la question également. Du coup, à quel besoin donc business vous répondez? Comment est-ce que vous intégrez dans la chaîne de valeur de votre client? Comment est-ce que vous répondez à leurs besoins métiers et réglementaires? Vaste enjeu, en effet. Donc nous, on se positionne résolument à l'amont, c'est-à-dire dans la création de ces données qui sont la matière première après utilisée par des plateformes, des intégrateurs ou des utilisateurs finaux. Dans un contexte où on entend souvent qu'on manque de données ESG, notre constat est plutôt qu'en fait, on a beaucoup trop de données et de matières premières en fait, qui vient des entreprises, de données non structurées, données satellitaires, etc., de données structurées, c'est-à-dire de rapports environnementaux.
En réalité, ce qui manque, c'est des données, des solutions de données permettant de répondre assez directement à des besoins qui sont la conformité à la réglementation, à une réglementation passablement complexe pour ceux qui sont aventurés dans les annexes de la taxonomie verte européenne, par exemple, nécessitant du temps et un fort niveau d'expertise. Voilà, donc quelque chose qui soit directement opérationnalisable, d'une part. Et donc, en réalité, ce sont ces solutions-là qui manquent. Voilà. Mais en revanche, la matière première, elle, est largement disponible. Et donc, nous, Iceberg Data Lab, donc on est une fintech qui travaille à mettre en œuvre ces solutions de données. Et donc, à partir de cet océan de données, à associer des compétences de modélisateurs environnementaux, thématiques, climat, biodiversité, part verte et sectorielles, experts du secteur real estate, experts du secteur transport, experts du secteur énergie, pour après fabriquer des métriques, des indicateurs. Notre particularité étant qu'on fait des choses qui sont très granulaires. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille au niveau produit et qu'on travaille au niveau de la modélisation, secteur par secteur et société par société, de l'impact tout le long de la chaîne de valeur, Scope 3 pour les initiés. Voilà. Donc, après, on distribue, on met à disposition ces données, je dirais, selon les besoins, pour des utilisateurs qui vont s'en servir pour faire du reporting, pour faire de l'intégration, pour la dériver et faire leurs propres indicateurs, sachant qu'on se positionne vraiment, nous, sur notre métier, qui est, comme notre nom l'indique, la data, et qu'on a vocation donc à travailler en partenariat avec d'autres intégrateurs ou redistributeurs de données ou directement avec des clients finaux qui veulent avoir accès à la donnée granulaire sous-jacente pour se l'approprier, pour faire de l'engagement, etc., etc. Merci beaucoup. Vous me donnez une transition toute faite. Alors, j'ai plusieurs intégrateurs, mais peut-être j'aurais donné la parole à Hugo de ScaleRisk. De la même manière, du coup, on comprend qu'ici sur Iceberg Data Lab, on est très en amont dans la chaîne de valeur. Je pense que vous êtes un petit peu en dessous. Donc, à quel besoin métier vous répondez vous aussi? Ouais, pardon. C'est la même question. J'ai l'impression que c'est la même pour tout le monde. Nous, on gère 3 problèmes. Le premier problème pour un AM, c'est de choisir le bon fournisseur de données extra-financiers pour couvrir son univers et ses portefeuilles. Donc, le premier problème qu'on traite, c'est que nous, on est connecté à une dizaine de fournisseurs type Vigeo, Moody's maintenant, Bloomberg, etc. Donc, en fait, on calibre, on charge des univers et les portefeuilles. On fait une réconciliation automatique qui nous permet d'avoir des taux de couverture immédiats sur les portefeuilles et les univers de notre client. Donc, une fois qu'on a géré ce premier problème, qui est le problème du bon choix de partenaire, et Iceberg Data Lab, à mon avis, en est un très bon pour une partie des actifs, on va gérer le deuxième problème, qui est le référentiel. Parce que faire des indicateurs ESG ou des reports ESG sans un référentiel propre qui va réconcilier la donnée ESG extra-financière et les portefeuilles, ça nous semble compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a leveragé, pour ceux qui nous connaissaient avant, sur notre plateforme Big Data, et on a automatisé, via des processus assez simples, la réconciliation et l'automatisation du référentiel. Donc, on est connecté aux fournisseurs de données extra-financiers, on se connecte derrière au PMS ou au portefeuille, et derrière, on va avoir un référentiel en fait automatique qui va, par expérience avec nos clients, atteindre entre 70 et 75% de taux de couverture, ce qui permettra de faire un certain nombre de choses. Et ensuite, on a des procédés qui permettent de monter jusqu'à 80-90% et tendre vers 90%, par exemple, si on veut faire des reports large cap. Voilà. Donc, le deuxième sujet, c'est le référentiel. Et le troisième sujet, c'est indicateurs et reports. Donc, nous, ce qu'on fournit au marché, c'est une solution clé en main qui va de la donnée brute au report. Et donc, les reports, en fait, on a scripté automatiquement les reportings réglementaires, donc PAI, article 8, article 9. On fait une veille permanente, en fait, chez nous. Et donc, on fournit en SaaS ce service de la donnée brute au reporting réglementaire automatisé. C'est-à-dire que pour une petite société de gestion, on charge les portefeuilles et on n'a rien à faire. Pour des sociétés de taille des tier 1 ou des tier 2, là en fait le sujet est plus de réconcilier différents fournisseurs de données
Donc ça devient plus compliqué au niveau du référentiel, mais on peut également le traiter. Et on peut également intégrer des modèles internes, maison, évidemment. Voilà. Donc en résumé, au 31-12, tous les AM sont impactés par la réglementation. J'imagine que ça sera une énième fois décalé, mais bon, ça va bien finir par un moment se stabiliser. Et donc nous, notre proposition de valeur, c'est de dire à un asset manager, et je sais qu'il y en a quelques-uns, il y en a 4500 en Europe, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore prêts, c'est de leur dire, voilà, nous on a une solution clé en main avec nos fournisseurs de données extra-financiers partenaires, et on peut vous aider à passer ce cap sans trop de difficultés. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc vous allez effectivement dans la suite de la chaîne de valeur par rapport au provider, et je pense que pour continuer, on peut enchaîner avec Tiffaine pour comprendre où est-ce que vous, Neuroprofiler, vous vous intégrez dans la chaîne de valeur, à quels besoins vous répondez auprès de vos clients. La même question. Donc nous, on va en fait intervenir à la toute fin de cette chaîne de valeur, puisqu'on va pouvoir faire le lien entre, d'un côté, les préférences en matière de durabilité des clients et les produits. Donc pour cela, on a développé un questionnaire qui est basé, comme nos autres modules, sur la gamification et la finance comportementale, qui va capturer donc tous les éléments qui vont devenir obligatoires à partir du mois d'août, donc l'alignement à la taxonomie, l'alignement SFDR, les principales incidences négatives, et ensuite on va pouvoir faire le lien avec ses préférences et les produits de l'autre côté. Ok, très clair. Et moi, j'aimerais revenir du coup, pour finir avec Sébastien sur Manaos, pour comprendre voilà, comment est-ce que vous répondez à un besoin métier, puisque je comprends que c'est un peu spécifique. Vous avez une plateforme de mise en relation finalement de services, mais je vous laisse nous répondre. Oui, bonjour à tous. Merci. Effectivement, donc nous, Manaos, on se positionne plutôt comme un facilitateur de ESG. C'est-à-dire que l'ESG, il y a un écosystème assez riche, assez vaste. Il y a beaucoup de fournisseurs de données et de services, mais aussi dans l'écosystème, il faut que les investisseurs travaillent avec leurs asset managers. Et donc sur la plateforme, on essaie un peu d'orchestrer tout ça. Et donc ça passe notamment par une marketplace où un investisseur peut souscrire à différents services ou abonnements de données autour de l'ESG. Avec des fournisseurs qui sont sur la marketplace comme Clarity qui est ici, mais d'autres comme Moody's, comme S&P Trucost, comme Utile, Greenomi, Carbon Curve for Finance qui arrivera bientôt, et d'autres qui sont en cours d'intégration. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir une offre assez diverse et variée de services, et la richesse vient du fait que c'est un composite des offres de différents fournisseurs. Donc on a beaucoup de choses sur étagère, évidemment. Donc tout ce qui est risque et impact ESG, les objectifs de développement durable des Nations Unies, la réglementation avec des reportings, donc ou des PAI bruts ou des reportings SFDR clés en main, ou l'alignement avec la taxonomie, tout ce qui est climat, biodiversité, politique d'exclusion, risque physique, de transition, etc. Donc en fait, tout ce que les partenaires offrent eux-mêmes devient disponible sur la plateforme. Donc, ça permet notamment aux investisseurs de trouver différents services pour différents usages. Et donc, pour revenir à la question, dans la chaîne de valeur, ça s'adresse aussi bien à des gestionnaires de portefeuille qu'à des équipes ESG spécialisées, qu'à des équipes au marketing qui veulent enrichir les fact sheets ou différents documents avec des informations ESG, la compliance, les risques, ou évidemment les équipes de reporting réglementaire. Et toutes ces équipes, en fait, ont des besoins de données parfois assez différentes. Et en général, je pense que tout le monde a compris qu'un seul fournisseur de données ne remplirait pas les besoins de tout le monde. Donc, il faut une multitude d'acteurs pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et ensuite, la donnée, c'est pas tout. Il faut aussi des services. Donc, parfois, on veut de la donnée brute. Parfois, on veut des analytics. Et parfois, on veut du reporting ou des analyses de portefeuille. Donc ça, c'est un panel très, très différent d'usages auxquels on essaie de répondre au travers des partenaires qui sont sur la plateforme. J'ajoute aussi que donc, on permet, pour avoir une analyse pertinente, un prérequis, c'est quand même d'avoir des données transparisées de qualité. Et donc, grâce à la plateforme, on a un écosystème d'asset managers et d'investisseurs qui s'échangent l'information des portefeuilles. On permet de mettre en qualité et d'avoir des portefeuilles transparisés sur lesquels, directement, on peut lancer les analyses.
Merci beaucoup. En faisant ce premier tour de table, déjà, on s'aperçoit que on répond à plusieurs besoins métiers, qui peuvent venir de plusieurs endroits de la chaîne de valeur, mais qui sont tous, en tout cas, répondus avec une première brique essentielle qui est la donnée. Vous avez tous besoin de données, de la donnée brute. Certains, vous la transformez. Ensuite, vous pouvez proposer des services autour de cette donnée. Mais c'est bien la donnée qui est au cœur de notre métier et au cœur des enjeux, des besoins métiers de nos clients, de l'asset management. On l'a dit aussi en introduction, on a une forte réglementation quand même qui drive et qui donne des guidelines autour de cet engagement. Je voudrais aller du coup avec Hugo sur Scaleris pour vous demander du coup, dans cet environnement réglementaire qui change, comment est-ce que vous vous adaptez, comment est-ce que vous proposez toujours de la valeur à vos clients? Alors déjà, une mise en garde sur le fournisseur de données, parce qu'on travaille donc avec une dizaine. Les offres de ces fournisseurs sont extrêmement évolutives. Elle bouge beaucoup. C'est du gruyère aujourd'hui. Quand vous voyez, parce que il faut bien analyser un taux de couverture. Un taux de couverture d'émetteur, c'est très facile de monter à 80%. Je rappelle qu'un émetteur couvert, c'est une colonne avec dans Excel qui est rempli. Donc le taux de couverture émetteur, c'est bien. Le taux de couverture PAI, c'est mieux. Et quand on analyse ce taux de couverture-là, on voit qu'il y a des disparités fortes. Vous prenez Etifinance qui va avoir une couverture Small Mid Cap Europe extrêmement bonne. Vous allez prendre d'autres type Moody's, etc., qui eux vont avoir des couvertures Large Cap extrêmement bonnes. Donc, avant déjà d'arriver sur le report, il faut vraiment faire très très attention au choix du fournisseur et pas forcément signer des contrats pluriannuels tout de suite, puisque, enfin, je parle d'expérience. On a eu des sujets avec des clients qui se sont aperçus au bout d'un ou deux reports que l'offre data à laquelle ils avaient souscrite n'était pas forcément ce qui correspondait au mieux à leurs besoins. Donc, soyez extrêmement vigilants sur le choix de vos fournisseurs. Alors, je rappelle juste une chose sur notre modèle, c'est que nous, on est tierce partie. Donc, nous, on n'est pas un broker de fournisseurs de données. Nous, on vous aide à sélectionner celui qui couvre le mieux et on fait des taux de couverture automatiques donc sur les émetteurs et les PAI. On vous aide à sélectionner celui qui, en tout cas mathématiquement, répond le mieux à votre besoin. Et ensuite, on vous aide on externalise en fait la connexion avec ce fournisseur et on gère la relation pour vous. Mais il y a bien deux contrats. Il y a un contrat avec le fournisseur et un contrat avec notre plateforme. Donc une fois que vous avez bien choisi et sélectionné le fournisseur, derrière, comment on s'adapte au report, c'est assez simple. En fait, on a deux analystes ESG chez nous en permanence qui étudient l'intégralité des documents, de la documentation, de l'AMF, l'ESMA, etc. Et on a templaté. Je vous invite à aller voir notre site pour ceux que ça intéresse. C'est extrêmement simple à comprendre. Vous avez les données brutes, la plateforme, et on a templaté 4 types de reports. Donc article 8.9, les PAI, etc. Et donc on a vocation à agrémenter en fait notre bibliothèque de reports et la faire augmenter en fonction de l'évolution réglementaire. Et donc en fait on est extrêmement agile sur ce sujet-là parce que nos templates on les change, c'est un SaaS, donc on change notre template une fois, ça se répercute sur l'intégralité de nos clients. Et c'est bien ça l'offre de valeur. Alors là, je vais parler de l'intérêt pour un tier 3, c'est que en fait, s'il part ex nihilo, on va valider toute la chaîne de la donnée brute au report en lui donnant l'assurance que ces templates sont à jour et il peut en faire autant qu'il veut. Puisque j'ajoute une chose, dans le reporting, ce qui est très compliqué à faire dans une solution technique, et on vient de là, donc je pense qu'on a fait à peu près toutes les bêtises possibles et imaginables avant d'arriver à un résultat correct. Donc le gros sujet, c'est le versionning, c'est-à-dire avoir l'historisation des données et donc avoir la capacité en fait de remonter dans le temps et de récupérer son report dans le temps sur le bon portefeuille, etc. Et ça, il y a une barrière à l'entrée technologique qu'on a pu observer. Et donc, c'est ce qu'on permet de traiter. Voilà. Donc, juste pour l'assemblée, 2 points d'attention. C'est choisissez bien votre fournisseur de données et négociez correctement. Et au niveau des reports, nous, on peut vous accompagner et être très flexible. Dernière chose, donc on a une bibliothèque de reports réglementaires. Mais on a également une bibliothèque de reports métier parce que ce qui va se passer, enfin, on le voit chez nos clients actuels, c'est que
D'abord, vous rentrez dans le SG par le report réglementaire et la contrainte. Et ensuite, vous apercevez que quand vous avez un référentiel automatique avec des indicateurs pour des reportings réglementaires, bah, vos clients vont être très, très intéressés par les indicateurs qui sont dans ces mêmes rapports, mais qui peuvent être rebrandés en un report métier business à forte valeur ajoutée pour un client. Donc, c'est ce qu'on pressent, c'est ce qu'on voit avec ceux qui se sont équipés depuis plus d'1 an. Vous démarrez par le réglementaire, vous ouvrez sur le business et donc on a la capacité de s'adapter par un paramétrage fin. Voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement, ça avait beaucoup de sens de se dire que voilà, on a une réglementation qui évolue. La première étape, c'est peut-être de s'y conformer, de s'aligner, et puis la deuxième étape, ce serait d'aller Qui évolue chaque mois. Oui, qui évolue chaque mois. Je précise parce que le PAI qu'on avait il y a 6 mois n'est pas celui d'aujourd'hui. Et c'est à s'arracher les cheveux. Alors, il y a des gens qui aiment analyser ça, on en a trouvé 2. C'est dur à trouver, mais c'est à s'arracher les cheveux quand on est dans une société de gestion. Ouais. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Et puis du coup, la deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, ou qu'on continue de faire ça en tâche de fond finalement, c'est d'aller venir l'utiliser pour en transformer en avantage business. D'où l'intérêt du référentiel. Parce que c'est pas du tout, enfin, on le voit sur le marché, c'est pas du tout anticipé par les sociétés de gestion. On se dit, on va avoir la donnée brute, on va faire une règle de 3 et un VLOOKUP et on va arriver sur un report réglementaire. Oui, ça marche pour 2 fonds, pour un report, mais quand on a une fréquence de report assez intense, qu'on dépasse 4 fonds, nous on a vu des petites sociétés de gestion avec des analystes qui faisaient des burn-out. Et c'est pas un mythe, c'est qu'en fait, dès que vous passez 2, 3, 400 émetteurs sur un univers, ça devient ingérable à la main, quoi. Donc voilà. Mais attention au référentiel aussi. Oui, tout à fait. Donc mais ça rejoint ce qu'on disait. Un des cœurs du sujet, c'est la donnée brute, puis la donnée mise en qualité, ajustée sur un référentiel, prête à être consommée, effectivement. Et du coup, ça, j'ai envie de rebondir là-dessus, Mathieu. Comment est-ce que vous, les providers de données, vous adaptez à cette réglementation et vous garantissez que vous allez apporter une bonne couverture et de la qualité dans vos données avec cette réglementation qui évolue? Alors d'abord, je confirme, pardon, j'ai perdu ma voix, je confirme qu'il faut bien choisir son fournisseur de données. Si vous avez une liste des questions à poser, n'hésitez pas, je vous la fournis. Service après-vente, où sont les analystes, voilà, à votre disposition. Question très importante, effectivement, parce que si vous n'avez que des commerciaux à Paris, vous avez des questions, vous n'aurez pas de réponse. Fin de la parenthèse. Effectivement, le point soulevé par Hugo est un petit peu sensible. C'est l'adaptation à un référentiel mouvant. Et où là, il faut arriver à conjuguer deux écueils dont il faut que les gérants aient conscience et qui sont en tout état de cause complexes, qui sont chacun peut comprendre que quand vous vous engagez dans une démarche d'investissement responsable, que vous rendez compte, que vous adhérez au PRI, que vous commencez, voilà, vous n'avez pas envie que d'un coup, l'intégralité du référentiel sur lequel vous avez basé tous vos reporting, votre politique de gestion évolue effectivement d'un mois à l'autre. C'est un petit peu désagréable. C'est-à-dire que d'un coup, la plupart des constituants du fonds vert ne sont plus verts. Bon. Confère pour les connaisseurs l'évolution pour rester sur la taxonomie verte, du référentiel real estate, par exemple. Voilà. Bon. Et en même temps, notre responsabilité en tant que data provider, c'est que si on commence à calculer une empreinte carbone, une empreinte biodiversité ou une part verte, et qu'on dit donc sur tel émetteur, la part verte est de temps, on garantit la conformité au référentiel en vigueur. Voilà. Et donc là, on est en tout état de cause obligé de mettre à jour ce référentiel et de garantir sa conformité. Donc je dirais qu'il faut s'assurer du fait que le référentiel fourni par le data provider ou les intégrateurs est effectivement suffisamment mis à jour et en même temps que ces évolutions soient justifiées, d'où l'accès, on y revient, à l'équipe de recherche, à des documents méthodologiques, des explications et à la transparence. On attend de la transparence des data providers. On a raison, on parle de régulation et on a raison de vouloir réguler ce secteur-là. Voilà, si un utilisateur de la donnée ne comprend pas l'évolution du signal, qui peut s'expliquer par ce que je viens de dire, par exemple, l'évolution des référentiels sous-jacents,
comme dirait la grand-mère de Martine, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Donc effectivement, il faut demander des comptes à cet égard. Et le deuxième point est plus métier et assez sensible, et j'en reviens aux critères de discernement effectivement sur le data provider, c'est la question du versionning. C'est que de toute façon, il faut bien avoir conscience du fait qu'on est dans un monde où la science, l'état de l'art, la réglementation est mouvante, et c'est normal, et ça va continuer à évoluer. Voilà, la comptabilité analytique ne s'est pas fait en un jour, la comptabilité environnementale ne se fera pas en un jour. Mais donc, la capacité du data provider à versionner et donc à avoir la capacité de produire des proformas pour ses clients, voilà, est important. Et c'est probablement un secteur dans lequel il va falloir s'habituer à fournir des analyses proforma et à dire, bon ben voilà, ma gestion, voilà comment ma gestion a permis d'améliorer la performance environnementale de mon fonds, retraiter des évolutions méthodologiques, réglementaires. Et ça, typiquement, la capacité du data provider à produire des proformas et donc à avoir une plateforme versionnée est un critère, une condition sine qua non, de mon point de vue, de son choix par des asset managers dans un contexte où, encore une fois, ces référentiels, ces méthodes vont continuer à évoluer voilà, de manière progressive. C'est très clair, merci. Effectivement, l'appropriation des données pour un asset manager, c'est un enjeu important. Pour ça, il a besoin d'avoir des données de qualité, de pouvoir les comprendre et les justifier dans le temps. Sinon, au fur et à mesure qu'on descend la chaîne de valeur, on va avoir des problèmes pour l'appropriation, l'explication. Et en bout de chaîne, évidemment, ça pose forcément des problèmes. Ça me fait une transition. Tiffaine, vous qui êtes plus loin dans la chaîne de valeur, comment est-ce que vous vous adaptez finalement à cet environnement réglementaire qui varie ? Alors en effet, bon, on l'a beaucoup discuté, la donnée, c'est le problème numéro 1. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évalué les connaissances financières et les préférences en matière de durabilité d'un client, bah, finalement, si on n'a pas la donnée sur les produits, on ne peut pas faire le matching. Donc ça, c'est en effet le grand problème actuellement. Mais nous, on en a également identifié 2 autres à notre étape. Déjà un problème d'éducation, puisque aujourd'hui, donc pour rappel, à partir du mois d'août, il y a 3 éléments qu'on va devoir évaluer, donc la taxonomie, l'alignement SFDR et les PAI. 3 mots barbares, déjà pour pas mal d'institutions financières qui découvrent ce sujet, alors pour un particulier complètement incompréhensible. Et pourtant, c'est ce type d'information qu'il va falloir capturer à partir du mois d'août. Donc, deuxième enjeu de la réglementation, c'est comment vulgariser ces termes extrêmement techniques pour un particulier. Et troisième enjeu également, l'offre ESG, puisque en effet il y a un problème de données, mais l'offre aussi reste assez limitée chez pas mal de nos prospects et de nos clients. Et donc forcément, si le client met en avant le fait de vouloir un très fort alignement à la taxonomie, soit il n'y a pas d'offre du tout, puisque un alignement à 100% à la taxonomie, pour le moment il n'y a pas vraiment de produit qui existe. Et en plus, certains découvrent un peu la finance durable et ont peu de produits. Et donc, ça pose en effet beaucoup de problèmes en termes de matching. Donc, évidemment, tout ça est en train d'évoluer. Mais nous, en attendant, notre approche, ça a été tout d'abord pour répondre à la première problématique des données. Essayer de faire des partenariats justement avec d'autres fintechs. On en a ici à cette table ronde pour pouvoir faire le lien entre le produit et les préférences clients. Deuxième problématique, l'éducation. Donc ça, nous, on l'adresse parce que c'est vraiment d'autres spécialités par la gamification, par la finance comportementale pour rendre ces notions extrêmement complexes, accessibles à tout le monde. Et puis pour le troisième aspect, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation demande énormément de granularité dans les préférences en matière de durabilité qu'il faut récolter. Et donc nous, on a cette version-là très très granulaire. Et pour nos clients qui ne sont pas encore prêts, on a aussi un mécanisme sous la forme d'intervalle où on ne va pas forcément exactement chercher le produit avec 20% d'alignement, mais un produit avec un très fort taux d'alignement et on prendra le meilleur produit qui est disponible chez nos clients. Et évidemment, tout ça va beaucoup évoluer ces prochains mois. Ouais, très clair, la capacité d'adaptation va être très importante puisqu'on sait qu'on a des modifications tous les mois et des modifications pour les plusieurs années à venir. Vous, Manaos, Sébastien, vous qui vous positionnez en facilitateur, en tout cas, mettez en relation des services, comment est-ce que justement vous vous assurez d'être toujours en adéquation avec le besoin de vos clients dans cet environnement réglementaire qui varie ?
Ouais, effectivement, nous, on pense que l'enjeu principal, c'est qu'il y a une telle complexité et c'est tellement mouvant que ce qu'il faut, c'est de la flexibilité et de la simplicité. Donc c'est là où Manaos prend tout son sens en termes de simplicité et de flexibilité. Donc je rejoins complètement ce que disait Hugo. Un premier enjeu, c'est de choisir des partenaires. Donc le taux de coverage est un point clé. Et nous, on rend ça aussi simple que possible. Et quand je dis simple, c'est qu'il suffit de s'inscrire sur Manaos, de charger un portefeuille, c'est gratuit tout ça. Vous avez accès à un module qui est gratuit lui aussi, qui permet en fait directement sur des portefeuilles que vous avez chargés, non pas un portefeuille simulé, mais vos vrais portefeuilles de production, du taux de couverture, de tous les fournisseurs qui sont sur la plateforme, et on est effectivement à un niveau assez granulaire, puisqu'on peut faire les taux de couverture par PAI par exemple. Donc ça permet d'avoir une première idée du taux de couverture des différents partenaires. On donne aussi de la transparence sur les prix, puisque sur la marketplace, les prix sont directement visibles, ils sont toujours négociables, mais en tout cas les prix pour tel et tel client sont visibles. Et ensuite, en général, il y a un adage que j'ai entendu à l'AMTech Day l'année dernière qui était qu'il est urgent de ne pas prendre de décisions structurantes. C'était ça. Et donc en fait, il faut de la flexibilité pour travailler avec des acteurs. Comme le disait Hugo, certains vont être très pertinents peut-être pendant quelques mois. On va se rendre compte après coup que ce n'est pas tout à fait ça, ou que l'environnement a changé, que le marché a évolué, ou que nos besoins ont évolué. Et aussi, très très important, je pense, c'est que les clients eux-mêmes montent en maturité. Et des besoins qu'on a au départ du ESG, du travail qu'on fait sur l'ESG, n'est pas forcément le même que celui qu'on aura 6 mois ou 2 ans plus tard quand on sera très mûr. Donc il faut pouvoir faire adapter ces solutions à sa maturité et à ses besoins. Et donc typiquement, faire des projets d'intégration avec des fournisseurs, ça peut être très compliqué, très coûteux, très long. Sur Manaos, encore une fois, la simplicité et la flexibilité, c'est quoi? C'est qu'en étant inscrit sur la plateforme, tout simplement, vous avez accès à la marketplace et en quelques clics, vous avez accès aux différents services, aux données qu'on peut combiner en mode multi-fournisseur. Et en termes de simplicité, ça revient à signer juste des terms and conditions de manière digitale sur la plateforme et instantanément, quasiment, vous avez accès aux services. Clarity fait d'ailleurs une offre où vous pouvez instantanément avoir tous les analytics de Clarity gratuitement pour 2 semaines avant de décider si vous voulez souscrire. Donc en fait, le parcours complet peut être, on s'inscrit sur Manaos, on charge des portefeuilles, on teste le taux de couverture et ensuite on choisit des fournisseurs qui pour certains sont même gratuits au départ. Donc simplicité et flexibilité puisque après quelques mois, si vous voulez changer de fournisseur ou compléter l'offre de ce fournisseur par une autre offre parce que vos besoins ont évolué, vous pouvez très facilement souscrire à une autre offre et on s'est occupé de toute la plomberie technique et légale par avance, ce qui évite de faire tout ce travail en général pour chacun des clients qui utilisent la plateforme. Merci beaucoup. Effectivement, la transition, elle va être sur Quentin. Comment est-ce que vous, Clarity, qui êtes disponible à travers Manaos, comment est-ce que vous répondez à cette réglementation fluctuante? Mais du coup, je rejoins Mathieu sur... Sébastien, pardon, sur le fait qu'il ne faut pas prendre de décision structurante. Donc, vous allez avoir des clients hésitants qui souhaitent s'équiper forcément pour répondre à la réglementation, avancer, mais ne pas s'engager parce qu'aussi les providers de données ne sont pas forcément encore matures. Comment est-ce que vous apportez cette flexibilité à vous-même et vous apportez de la valeur à vos clients tout de même? Oui, donc effectivement, quand on commence à avoir une discussion avec un client, ce qu'on va lui permettre de faire, c'est on va lui donner un accès gratuit à Clarity au début pour pouvoir faire, donc on a beaucoup parlé de taux de couverture, c'est un des premiers éléments que les clients vont regarder afin de s'assurer que ce taux soit suivant ce qu'ils espéraient, parce qu'il y a des classes d'assets qui ne sont pas couvertes, il y a des géographies qui peuvent être plus complexes, donc ça va être un des premiers critères. Et puis après, ils vont normalement aller regarder, on a parlé de la qualité des données, et aller vérifier que la qualité des données soit suivant ce qu'ils espéraient. Et donc, par exemple, on a fait une analyse et pour la partie SFDR, sur les sociétés cotées, par exemple dans le monde, on a remarqué que 3% des sociétés reportaient plus de 70% des PAI. Donc, c'est vraiment un pourcentage très très petit des sociétés. C'est très très difficile d'avoir de la donnée reportée par la société. Donc, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pouvoir estimer des données. Ça va être important. On va dire quand c'est des données estimées, et ça va être aussi très important. Et on va dire, on va donner un niveau de qualité de cette estimation, si c'est haut, moyen ou bas. Et ça va dépendre de la quantité d'informations qu'on a généralement sur la société.
En plus de ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, par exemple, pour la taxonomie européenne, on a développé des technologies NLP qui nous permet de façon systématique d'aller screener tous les rapports annuels des sociétés pour les lire avec des machines. On va toujours combiner des machines avec des humains. Les machines vont permettre d'analyser une quantité de données qui est impossible à analyser avec des analystes, ou bien ils feraient des burn-out, comme on l'a mentionné Hugo avant. Et après, on va s'assurer que la qualité du travail qu'a fait ces machines soit adéquate pour nos clients. Alors, en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'anticiper tous les changements sur la régulation. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, je pense, la régulation évolue beaucoup et change énormément. On va faire partie des groupes de travail afin de pouvoir adapter le produit. Et en plus de ça, on va donc nos modules régulatoires ont été sur la régulation, pardon, ont été développés avec des clients. Donc, on va s'assurer que la façon dont on interprète les données et la façon dont on va donner ces données ou présenter l'information au client soit tout à fait en ligne avec ce qu'ils espéraient. Donc, et comme ça, on s'assure aussi que le produit final soit vraiment 100% aligné avec ce qu'ils voulaient. Donc j'ajoute finalement, au-delà de la flexibilité, aussi de la transparence dans ce que vous proposez et la manière dont vous le proposez. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ce discours avec les clients pour leur donner une vision beaucoup plus claire. On est arrivé au bout de nos questions. J'ai peut-être un dernier élément, parce que j'y pensais en t'écoutant. J'en prie. Sur le référentiel, en fait, je reviens sur le référentiel. Qu'on ait un ou deux, trois fournisseurs de données, si on est multi-asset class, ça devient compliqué, parce que si on a du listé, un peu de private equity et qu'on rajoute un peu de real estate, c'est compliqué d'acheter un fournisseur de données pour travailler 2 immeubles, quoi. Et donc, je pense aussi que il faut faire attention sur ce sujet de référentiel, à voir de quelle manière il peut être évolutif. Parce que, ok, on va se connecter à des fournisseurs et on va avoir une couverture automatique, mais ce que tu disais tout à l'heure, il faut aussi un moment qu'un analyste, un gérant ou qui que ce soit puisse travailler sa base et l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, les fournisseurs de données vont faire tout le travail qu'ils peuvent, ça, il n'y a pas de sujet. Mais de ce qu'on voit et des taux de couverture qu'on voit, cette année, l'année prochaine, et au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, je pense qu'un travail sera extrêmement nécessaire de la part au moins d'un analyste en interne pour faire augmenter substantiellement le taux de couverture. Et ça se fera de manière manuelle. Et donc là, ce qu'on voit, nous, avec nos clients, c'est que si on fait du large cap listé, il n'y a pas de sujet. Mais dès qu'on commence à être un peu exotique, il faudra de toute façon un analyste qui sera chargé d'améliorer le référentiel. Ouais, ça va en ligne avec le sujet de l'appropriation finalement de la donnée. On doit pouvoir soi-même mettre la main à la pâte et comprendre ce qu'on est en train de faire. En fait, nous, on voit différents types de profils. Vous avez des sociétés de gestion qui voient ça comme une contrainte et c'en est une, et uniquement comme une contrainte, et donc ils veulent juste des reports. Et donc, ça, c'est très bien. Après, il y a des sociétés de gestion qui commencent à intégrer l'ADN ESG dans leur gestion. Et là, le tout automatique est impensable, parce que on veut commencer à tweaker un peu ses modèles internes, on veut commencer à faire de la simulation, etc. Et là, le report brut est insuffisant. Ouais, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure aussi des différents degrés de seniorité, mais en tout cas d'expérience sur la chaîne. Nous, on a distingué vraiment trois types de segments sur le marché. Vous avez des sociétés qui s'y mettent aujourd'hui, qui pour certaines connaissent pas les noms des fournisseurs extra-financiers, donc là il y a tout à faire et ça devient intéressant. Après, vous avez des sociétés qui ont commencé à générer un référentiel et il y a déjà 1 an, donc elles sont prêtes, elles sont quasiment prêtes aujourd'hui. Et puis vous en avez des troisièmes qui ont déjà intégré cette notion métier et qui ont commencé à avoir une plateforme ESG et pas forcément des grosses sociétés. Nous, on croise des gérants qui gèrent 2 milliards avec une dizaine de personnes qui ont déjà on est soufflé de voir l'intégration ESG qu'ils ont été capables de faire.
Donc voilà, asset class, segment et le sujet du référentiel. Mais juste pour compléter, il y a effectivement une grosse différence de durée de maturité entre les acteurs. On démarre sûrement par quelques reports, peut-être même des reports à l'unité au démarrage. Ensuite, on prend un abonnement. Ensuite, on veut développer des modèles internes, donc il nous faut de la donnée. Donc c'est là où extraire de la donnée brute est très important. Il y en a qui sont très très avancés, qui en font même un argument stratégique différenciateur évidemment. Et je trouve intéressant de mentionner que c'est à tel point que certains ont développé et sont très fiers de leur modèle et aimeraient le monétiser. Et on a été approché par des asset managers qui aimeraient publier des modèles ESG sur Manos pour les vendre à l'extérieur. Personnellement, je pense qu'il y a des challenges de transformer un algorithme interne en un vrai produit commercial, mais c'est intéressant de voir que c'est des réflexions qui émergent sur le marché. Ouais, tout à fait, mais j'allais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, il y a aussi cette intégration de l'ESG dans la chaîne de valeur qui est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que ceux que vous citez qui sont a priori en retard actuellement vont devoir passer ce pas à un moment donné parce que c'est le sens de l'histoire d'avoir une gestion financière et extra-financière à un niveau équivalent en tout cas d'intégration et d'appropriation, d'où les limites peut-être à vendre ou à transférer un modèle, mais en tout cas dans la méthodologie, ça peut être quelque chose qui se transfère. Et l'appropriation, celle de se faire dans la méthodologie, mais aussi dans la donnée, quoi. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pu un peu échanger sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci.